on a voulu, dans notre émission, s'arrêter sur une histoire qui nous prouve que les espions, c'est pas que dans les romans. Autour de la table, pour nous en parler, Thomas Misraki, du service international de LCI. Bonjour Thomas. Bonjour Magali. Sergueï Girnov est également Thomas. en direct avec nous, ancien officier du KGB, spécialiste en renseignement. Bonjour Sergueï. Le général François Chauvency, consultant géopolitique LCI, va pouvoir également réagir. Et Nivin Potros, bonjour général. Nivin Potros, comme chaque jour, est également avec nous parce que c'est vous qui allez nous raconter cette histoire. On apprend que les espions russes, encore aujourd'hui, sont partout chez nous et on apprend comment ils arrivent à atteindre nos frontières. Oui, c'est une histoire complètement folle qui commence, comme souvent, vous en doutez bien, dans les immeubles ultra secrets des services de renseignement russes qui se demandent comment envoyer des espions en Europe sans se faire prendre. C'est trop compliqué par les airs à cause évidemment des contrôles, c'est trop laborieux par la terre à cause des frontières. Reste la mer, c'est la faille dans laquelle s'engouffrent depuis quelques mois maintenant les Russes, car en mer, les autorités sont beaucoup moins regardantes sur les contrôles et puis surtout, les marins russes ont très bonne réputation. Selon un responsable de l'OTAN, les Russes dominent le secteur maritime, ce qui en fait une couverture idéal pour les espions de Moscou. Alors vous parlez non pas de bateaux de guerre, mais vous parlez des équipages civils sur les bateaux commerciaux, les tankers, les pétroliers, les portes Exactement, les cargos, tous les navires commerciaux. De plus en plus d'espions se font recruter sur ces navires commerciaux avec d'abord de faux CV, mais également de faux documents. C'est le cas notamment de 2 faux marins russes qui ont été repérés par la presse britannique et dont le parcours, vous allez le voir, est quelque peu suspect. Le premier est repéré dans un premier temps à Moscou, puis à Saint-Pétersbourg, jusque-là rien de surprenant, et puis à Kaliningrad où il se fait embaucher sur un navire étranger, navire qui prend ensuite la direction du Royaume-Uni. Il fait plusieurs escales, une première au port de Middelburg, ensuite une seconde à Grangemoude, où ce marin en profite pour faire quoi ? Tout simplement pour visiter des sites stratégiques de carburant avant de rejoindre, finalement, pour un marin. Ouais. Il rejoint ensuite la petite ville de Falkirk que vous voyez sur la carte, ville qui a été sélectionnée par le ministère britannique de la Défense pour y installer des futures usines d'armement, évidemment. Premier suspect, le deuxième, lui, il est d'abord repéré à l'intérieur de plusieurs bases militaires russes. Il embarque dans un cargo qui provient de Finlande et une nouvelle fois, il va où ? Il va au Royaume-Uni et plus précisément dans la ville de Luxor qui n'est autre qu'une zone militaire où les soldats britanniques forment les soldats ukrainiens. En février 2023, Volodymyr Zelensky s'était justement rendu dans cette base. C'est là donc qu'un faux marin russe, mais un vrai espion, était il y a encore quelques mois. Voilà pour les 2 espions russes, des histoires comme ça, il y en a d'autres. Oui, parce que finalement, le marin russe, c'est un peu la couverture idéale. On estime, ce chiffre, il est totalement édifiant, que 10% des marins dans le monde sont russes. Évidemment, tous ne sont pas... Encore une fois, je le dis, de la marine marchande. De la marine marchande, pas des militaires. 10% des marins commerciaux dans le monde sont russes, tous ne sont pas espions, mais selon ce même responsable de l'OTAN, de plus en plus d'entre eux sont approchés, évidemment, par les services secrets russes pour être recrutés comme marins. Leur rôle est tout simplement tester les ports européens et identifier les failles. Preuve, s'il en fallait encore une, que la guerre ne se joue pas que sur le front ukrainien, mais partout en Europe, dans nos ports. Merci Nivin Potros. Sergueï Girnov, vous êtes avec nous. Je rappelle à ceux qui l'ignoraient encore que vous avez été formé dans ces bâtiments qu'on a vus tout à l'heure là sur ces images
qu'on appelle les bâtiments de la Loubianka à Moscou, je crois, où on a formé des générations et des générations d'espions depuis bien avant Staline d'ailleurs. Vous avez été formé au KGB, vous avez même eu une mission en France qui était, je crois, d'infiltrer l'ENA à l'époque où vous étiez tout jeune officier, et puis ça a été la chute du mur et vous êtes finalement resté en France. Ça vous étonne qu'à moitié, j'imagine que pour pénétrer le continent européen, les Russes envoient finalement des faux marins qui travaillent dans les flottes des différentes marines marchandes et qui en profitent d'arriver dans des ports européens pour prendre la poudre d'escampette et d'aller faire quelques photos, espionner des sites. Non, ça m'étonne bien évidemment pas du tout. Pour les bâtiments d'ailleurs, vous savez, le bâtiment de Lubyanka, c'était le siège du KGB, et en fait, le service de renseignement extérieur, c'est-à-dire l'espionnage russe soviétique, se trouvait dans ce bâtiment seulement jusqu'à 1972. À partir de 1972, on a construit une sorte de centre qui se trouve au sud de Moscou, une sorte de Langley comme pour la CIA américaine. C'est là où j'ai travaillé. Ça s'appelle Yasenevo. Et bien évidemment, cette histoire ne m'étonne pas du tout, parce que déjà du temps de l'Union soviétique, ça se passait comme ça. À tel point que sur chaque bateau, il y avait une cellule du KGB. Une cellule du KGB qui était présidée, qui était dirigée par un officier de carrière. Ce n'est pas un agent, vous savez. On a toujours cette petite discussion un peu technique entre les Américains et les Russes. Les officiers de carrière qui sont dans les espions de carrière sont des officiers. Les agents, ce sont les personnes que nous recrutons, qui sont nos assets, les personnes que nous employons. Et donc ces marins, ça peut être les espions de carrière, c'est les gens qui viennent de Yasenevo, du service de SVR ou de la GRU, donc le renseignement militaire, la direction générale du renseignement militaire, ou ça peut être aussi les marins qui sont recrutés pour pour rendre service aux services spéciaux. Quand ces espions professionnels formés, où vous l'avez dit, dans le Langlais de la Russie, embarquent dans un bateau russe à Kaliningrad, par exemple. Imaginons un porte-container ou un cargo classique. Bon, quand ils embarquent, tout l'équipage sait que ce sont des espions, qu'il va falloir qu'ils prennent la poudre d'escampette discrètement quand ils seront dans un port français ou un port anglais, ou est-ce que finalement c'est à l'insu de tout le monde, y compris de l'équipage? Comment ça se passe? Non, l'équipage ne le sait pas. La seule personne qui est au courant, c'est le capitaine. Le capitaine est absolument au courant de tout ça, parce que dans le monde entier, le capitaine, c'est le chef de bateau. Le capitaine, il est l'officier de l'état civil, il est l'officier de la police judiciaire. Donc en fait, c'est le pacha, c'est quelqu'un qui fait régner l'ordre sur son bateau. Lui, il est obligé de le savoir. D'ailleurs, lui, il est rarement ou quasiment jamais officier de carrière, ni même l'agent du FSB, du SVR ou du KGB. Alors attendez, bon, Sergueï, très bien. Donc le bateau part de Kaliningrad, il n'est pas forcément russe, mais il y a quelques Russes dans l'équipage. Il s'arrête à Bristol en Angleterre. L'espion, il débarque et il ne remonte pas. Il en profite pour s'infiltrer dans la société anglaise et il ne remonte pas nécessairement 3 jours après dans le bateau. Bien évidemment, quand je parlais de capitaine, c'est le capitaine d'un bateau russe. Oui, d'un bateau russe. Si c'est un bateau étranger, personne ne sait qu'il y a un espion russe à bord. D'accord. Donc en fait, il joue un clandestin. Il est non seulement sous la couverture, il est sous la légende. Donc on lui fournit des faux documents comme quoi il a eu la formation comme marin. Souvent d'ailleurs, ils sont obligés quand même de suivre cette formation parce que il faut qu'il soit crédible dans le métier de marin. Donc ils font les deux choses. Et donc c'est un clandestin qui embarque sur un bateau étranger et qui fait cette mission au risque et péril parce que il n'a pas de couverture diplomatique. S'il est pris dans ces activités d'espionnage, il va aller en prison en Occident. Et dites-moi, donc en général, il débarque et il ne réembarque pas. Il débarque et il va se retrouver sur le sol de la France, de l'Angleterre, que sais-je, de l'Allemagne, et il réembarque pas.
Ah si, il peut suivre son itinéraire sur le bateau. Il joue le marin. Ça veut dire qu'en réalité, il doit jouer sa légende d'une manière la plus crédible possible. Ça veut dire il a une carrière de marin. Ça veut dire il signe un contrat et s'il a signé un contrat, il est obligé d'honorer les clauses de ce contrat. Donc si le contrat a durée déterminée, il fait la mission et puis après il part en Russie. Ou sinon, s'il veut s'arrêter, ne plus repartir avec le bateau, à ce moment-là, il faut qu'il invente les causes qui peuvent rompre ce contrat. Sergueï, d'après vous, des marins espions russes arrivés sur des tankers ou des cargos, il y en a en France en ce moment, d'après vous? Bien sûr. Bien sûr, il y a des marins sur les cargos français. Il y a aussi un bateau russe qui circule sur les eaux françaises. D'ailleurs, il y a des activistes français qui veulent que la France chasse ce bateau. Et donc, il y a une histoire, vous pouvez la suivre sur Internet et dans beaucoup de publications en Bretagne, enfin dans tout le pourtour atlantique de la France. Bien évidemment, tous les bateaux étrangers où il y a les équipages russes, où il y a les marins russes avec les passeports russes, bien évidemment, parmi eux, il y a des espions, oui. Combien d'après vous, enfin je sais que vous n'avez pas accès à ces informations, mais combien y a-t-il en ce moment sur un pays comme la France, compte tenu de la tension diplomatique entre la France et la Russie, combien il peut y avoir d'agents russes opérationnels en ce moment en France? À mon avis, ça doit se chiffrer en dizaines, peut-être même en centaines de personnes. Donc ça n'a rien changé. Vous savez, les sanctions, tant qu'il n'y a pas les sanctions personnelles contre ces marins, et tant qu'il n'y a pas de règle qui régit l'interdiction aux marins russes de s'embarquer sur les bateaux étrangers, ils sont là. Thomas, alors c'est vrai que je disais, bon, c'est pas un roman. Parce qu'il y a cette fantasmagorie des espions, comme dans les années 60, on le voit dans les films, on le lit dans les livres. Il y a des espions partout encore aujourd'hui en Europe? Il y en a de plus en plus, c'est surtout ça. Sergueï, ici présent, nous expliquait que ces dernières années, Vladimir Poutine a doublé le nombre d'espions russes en France. Doublé. L'année dernière, une quarantaine a été expulsée de France, juste l'année dernière. Il y en a partout. Alors la France, évidemment, est concernée, mais pas seulement. Vous parliez de la Grande-Bretagne, c'est un nid d'espions. La nouveauté, véritablement, c'est que de plus en plus, les Russes opèrent un tout petit peu différemment. Il y a les espions, ceux que l'on imagine qui sont formés par le FSB et qui sont envoyés pour des missions très particulières, qui se retrouvent dans les chancelleries. Et puis, il y a de plus en plus d'espions jetables. Vous savez, ces espions que l'on va recruter pour des missions ponctuelles et qui font ça pour de l'argent, hein, ne nous cachons pas, et qui vont rapporter du renseignement. Moscou aurait perdu plus de 700 agents sous couvert de missions diplomatiques, 47 cas d'accusation d'espionnage en Pologne, 20 en Estonie ces derniers mois, 19 en Lettonie, 12 en Allemagne, 10 au Royaume-Uni. Il y a 70 à 80 espions russes qui seraient repérés rien qu'en Suisse. Il y a eu des scandales en Autriche. Au total, 130 personnes dans 12 pays européens opèrent des personnes dont on connaît l'identité, que l'on suit, etc. Oui, donc pour les autres, on ne sait pas, évidemment, hein, s'ils travaillent ou pas. Donc, c'est un véritable nid d'espions, l'Europe. Il y a un point particulier en Europe qui est vraiment infiltré par les Russes, c'est Bruxelles. Parce qu'il y a les institutions européennes, l'OTAN, etc., etc. Et là, c'était véritablement, je parlais de nid, mais un nid d'espions. Le patron de la DGSE avait accordé une interview exceptionnelle à Darius Rochebin, vous vous souvenez, cet été. Il parlait de la présence de ces agents sur le sol français. Écoutez. La vraie nouveauté, Monsieur Rochebin, de ces derniers mois, c'est que ces opérations numériques s'appuient désormais sur des opérations physiques au sol, c'est-à-dire sur le territoire national. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là, opération physique? C'est-à-dire des agents russes? C'est-à-dire que non pas des agents russes directement, vous savez que les services, et lorsque j'ai été DGSI, et la DGSI continue aujourd'hui à porter un coup très important au dispositif de renseignement russe, il faut que nos téléspectateurs se rendent compte qu'avant le début de la guerre en Ukraine, c'était près de 80 agents d'espionnage qui étaient présents sur le territoire national. Près de 50 ont été expulsés. C'est plus compliqué pour eux d'agir sur le territoire, donc ils agissent ce qu'on appelle par proxy, en payant, en rémunérant des sources, des opérateurs. C'est extrêmement grave. Voilà, Nicolas Lerner, le patron de la DGSE, hein, du renseignement français, c'était au mois de juillet avec Darius Rochebin. Donc bien évidemment, je vais être obligé de vous poser la question, Sergueï Girnov, parce qu'à chaque fois que je vous interviewe, j'ai cette question qui revient sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous prouve que Girnov n'est pas encore un agent russe, hein?
Sergueï. Qu'est-ce qui me le prouve? Rien du tout, Eric. C'est juste si vous me croyez ou pas. Et d'ailleurs, je vais pas c'est pas la peine que je le nie, parce que plus je vais le nier, moins vous allez me croire. Est-ce que les agents russes qui opèrent en ce moment en France, vous avez dit il y en a des dizaines, peut-être même des centaines, ces agents russes, ce sont des ressortissants russes qui ont un accent russe, qu'on identifie déjà physiquement, ou pas forcément. Il peut y avoir des agents russes qui sont des Français, par exemple. Comment répondez-vous à cette question ? C'est justement positivement, je réponds à cette question. Il n'y a pas que les Russes, parce que en fait, l'espion qui, comme Thomas disait sur ce plateau, il y a des gens qui travaillent, il y a des officiers de renseignement qui travaillent sous la couverture de l'ambassade. Ceux-là, ils sont identifiés par les services de renseignement français. C'est les plus faciles à détecter. Mais il y en a qui sont partout en France et qui ne sont pas forcément russes. Vous pouvez même avoir des Ukrainiens qui ont des passeports ukrainiens qui travaillent pour les services de renseignement, des renseignements russes. Vous pouvez avoir des Français qui travaillent pour les services de renseignement russes. Vous pouvez avoir des clandestins, des illégaux russes qui se font passer pour des Français, qui se font passer pour des Brésiliens, pour des Latino-Américains, qui sait, même peut-être pour des Chinois. On n'en sait rien. Mais effectivement, ils sont très actifs. Et Thomas Misraki a très très bien rappelé que Poutine a doublé le nombre d'espions à l'étranger par rapport à l'Union soviétique. Et nous alors ? Est-ce qu'on envoie des espions en Russie? Là aussi, le patron de la DGSE avait répondu à cette question. Vous allez pouvoir nous en dire davantage. On l'écoute d'abord. Pénétrer ce type de régime est difficile et compliqué. Vous savez, il y a un temps aujourd'hui où travailler du renseignement humain, recruter des sources qui rapportent réellement, qui sont capables de nous dire voilà réellement ce que va penser Vladimir Poutine ou un dirigeant russe, c'est aujourd'hui extrêmement compliqué. D'abord parce que ce sont des régimes, vous avez cité le mot paranoïaque, et donc extrêmement protégés, et puis parce que ce sont des régimes où la prise de décision est concentrée dans quelques mains, pour ne pas dire dans 2 mains. Et donc être en capacité de pénétrer ces structures et ces régimes, évidemment que comme tout service de renseignement du monde, nous essayons, évidemment que nous travaillons à cela. Je dis aujourd'hui que c'est évidemment extrêmement compliqué. C'est Sergueï Girnov, vous aviez un boulot facile. Parce que quand on est espion du KGB, rentrer dans une démocratie occidentale comme la France, c'est facile, on rentre comme dans du fromage. Vous avez déjà, souvenez-vous, votre mission, c'était d'infiltrer l'ENA, d'être pris comme élève à l'ENA. Vous aviez déjà eu à l'époque le soutien d'une jeune femme qui commençait la politique et qui ignorait tout de votre statut et qui vous avait aidé à rentrer à l'ENA, c'était Valérie Pécresse. Donc c'est facile. Mais en revanche, envoyer des espions dans un système paranoïaque, dur, dictatorial, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense au patron de la DGSE quand il doit envoyer un espion dans l'entourage de Poutine au Kremlin. Mais c'est l'enfer. Comment fait-on? Ça, c'est difficile. Effectivement, c'est beaucoup plus difficile, mais ce n'est pas impossible. Parce que du temps de l'Union soviétique, les Américains et les Anglais ont recruté des espions, des agents doubles dans mon service. Et ils sont comptés aussi par dizaines. Donc, ce ne sont pas les cas isolés. Et puis, vous savez, il y a peut-être M. Lerner nous joue un tout petit peu le modeste. Parce qu'en général, il ne va pas quand même vous dire à la télévision que nous avons des sources, des top au Kremlin, et donc en général, vous savez, pour les services de renseignement, pour l'espionnage, on connaît tout de ces services sur leurs échecs. Les services d'espionnage ne vous racontent jamais les succès. Donc je garde mon petit sourire en coin par rapport à cette déclaration de M. Lerner. Oui, mais quand on entend effectivement le patron de la DGSE, il le dit, c'est devenu difficile. Mais on a des espions français en Russie aujourd'hui. Difficile n'est pas impossible, impossible n'est pas français. Voilà. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'évidemment, c'est un jeu de dupes qui a toujours existé. Ouais. On est obligé de surveiller nos amis, nos ennemis. On parle de la Russie, mais on a des espions, les espions français, un peu partout dans le monde, y compris dans des régimes ou chez des régimes amis. Et de la même manière, nos amis nous espionnent. Vous savez qu'à Paris, par exemple, au-dessus de l'ambassade américaine, il y a on appelle des grandes oreilles qui sont là pour capter les communications. Alors ça fait un tollé il y a quelques années, plus personne n'en parle. Les Américains aussi nous écoutent. Alors jusqu'à l'administration Trump, ils étaient considérés comme nos grands amis, même si les choses ont un peu évolué, y compris au sein du renseignement américain aujourd'hui. Après, vous savez, encore une fois, ce qu'il faut
se dire, c'est que l'espionnage existe, c'est un fait. Donc, comment on l'aborde, comment on le contrôle, comment on le surveille, comment on surveille les espions, c'est ça le travail des services. C'est de ne pas se faire surprendre. Voilà. Après, pour le reste, on laisse les choses se faire tranquillement. Et c'est aussi comme ça qu'on a de l'information. Il y a des espions français qui sont en Russie, probablement, je n'en sais rien, évidemment, depuis des décennies. Et de la même manière, il y a probablement des espions russes qui sont ici depuis des décennies. Ce qui a véritablement changé, c'est la rapidité du recrutement pour des actions ponctuelles. Encore une fois, aujourd'hui, via les communautés religieuses, via Internet, via les réseaux sociaux, via parfois les contacts politiques. Ça existe aussi en France. Donc c'est tout cela qu'il faut surveiller et c'est ce que font les services. Exactement. Merci beaucoup Sergueï Girnov, très belle journée à vous, c'était bien de vous entendre. Vous avez une vraie expertise sur ce sujet. À très bientôt Sergueï Girnov.